Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un immense merci Dani pour cette invitation. L'IA, c'est un sujet Oui, aujourd'hui intéresse en fait tout le monde et surtout pas que les data scientists, les DSI et les directeurs de stratégie. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, c'est la suite de la transformation numérique, mais avec un epsilon, pardon, c'est Elon. que la transformation numérique, on la voyait avec les ordinateurs, avec les téléphones. Donc, Mmh. c'était physiquement Mmh. visible. L'IA, on ne le voit pas. Pourquoi? Parce que ce sont des processus qui sont dans nos pratiques de travail et sont invisibles. Donc c'est pour ça que c'est un peu plus difficile d'être concerné ou d'en voir la dangerosité même, parce qu'en fait, ils sont invisibles. Donc l'IA, en deux mots, l'IA peut faire quatre choses. C'est ça qu'il faut bien comprendre. OK. Donc les technologies IA, il y en a dans des très très nombreuses. Il y en a qui sont avec des big data, on appelle ça le machine learning, mais il y a d'autres technologies avec du small data. Et toutes ces technologies mises ensemble, elles font quatre choses. La première chose, c'est qu'en fait, elles créent des applications avec de la reconnaissance visuelle. Je vous donne un exemple. On va à la gare et on peut être surveillé par des caméras. Ces caméras permettent, par exemple, de voir chaque individu qui est relié à sa valise. Elle corrèle l'individu et la valise, et si l'individu part trop loin de la valise, il y a un système d'alerte qui dit attention, ça peut être un danger pour une valise Mmh. piégée. Avant, c'était des hommes, aujourd'hui, Waouh! ce sont des IA qui font de la reconnaissance visuelle, on appelle ça le computer vision, qui mettent en relation et qui font des systèmes d'alerte. Donc, il y a toutes les techniques autour de la visualisation. Mmh. Ça peut être des capteurs dans des usines qui permettent de faire de l'optimisation. Ça peut être en fait dans les petits supermarchés, vous rentrez, vous en avez un à Franklin Roosevelt, un Monoprix où vous rentrez, il y a ni caissière ni employé, c'est 100% numérique, vous achetez, vous sortez et on a reconnu donc votre personne avec votre carte bleue, les marchandises que vous avez achetées et vous sortez, vous êtes débité sur votre compte. Donc c'est tout ce qui est lié à la Oui, reconnaissance des objets visuels. Ça, c'est le premier domaine. Le d'accord. deuxième domaine, c'est la parole. Donc dans la parole, l'IA peut comprendre du texte et peut créer en fait des mots, des phrases. Et donc c'est tout l'univers des chatbots. Ça, c'est très intéressant parce que dans la parole, on a l'univers de la traduction où en simultané, on peut comprendre et répondre. Donc, vous voyez, dans la parole, on a en fait énormément d'applications. Le troisième domaine, c'est tout ce qui est l'optimisation avec la robotisation. Donc, la robotisation, c'est qu'on va plugger c'est quoi? C'est en fait une science qui est à la croisée de trois sciences, l'informatique, les mathématiques et les sciences cognitives. Et c'est en fait un ensemble de technologies qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. En deux mots, l'IA peut faire quatre choses. C'est ça qu'il faut bien comprendre. OK. Donc les technologies IA, il y en a dans des très très nombreuses. Il y en a qui sont avec des big data, on appelle ça le machine learning, mais il y a d'autres technologies avec du small data. Et toutes ces technologies mises ensemble, elles font quatre choses. La première chose, c'est qu'en fait, elles créent des applications avec de la reconnaissance visuelle. Je vous donne un exemple. On va à la gare et on peut être surveillé par des caméras. Ces caméras permettent, par exemple, de voir chaque individu qui est relié à sa valise. Elle corrèle l'individu et la valise, et si l'individu part trop loin de la valise, il y a un système d'alerte qui dit attention, ça peut être un danger pour une valise Mmh. piégée. Avant, c'était des hommes, aujourd'hui, Waouh! ce sont des IA qui font de la reconnaissance visuelle, on appelle ça le computer vision, qui mettent en relation et qui font des systèmes d'alerte. Donc, il y a toutes les techniques autour de la visualisation. Mmh. Ça peut être des capteurs dans des usines qui permettent de faire de l'optimisation. Ça peut être en fait dans les petits supermarchés, vous rentrez, vous en avez un à Franklin Roosevelt, un Monoprix où vous rentrez, il y a ni caissière ni employé, c'est 100% numérique, vous achetez, vous sortez et on a reconnu donc votre personne avec votre carte bleue, les marchandises que vous avez achetées et vous sortez, vous êtes débité sur votre compte. Donc c'est tout ce qui est lié à la Oui, reconnaissance des objets visuels. Ça, c'est le premier domaine. Le d'accord. deuxième domaine, c'est la parole. Donc dans la parole, l'IA peut comprendre du texte
et peut créer en fait des mots, des phrases. Et donc, c'est tout l'univers des chatbots. Ça, c'est très intéressant parce que dans la parole, on a l'univers de la traduction où en simultané, on peut comprendre et répondre. Donc, vous voyez, dans la parole, on a en fait énormément d'applications. Le troisième domaine, c'est tout ce qui est l'optimisation avec la robotisation. Donc, la robotisation, c'est qu'on va plugger des technologies d'IA dans des robots. Ces robots, ça peut être des humanoïdes. C'est par exemple un robot qui a l'aspect humain ou plus ou moins et vous avez l'impression qu'il vous parle, qu'il vous comprend, mais en fait c'est de l'IA qu'il y a à l'intérieur. Mais un robot, ça peut être aussi invisible. C'est ce qu'on appelle un RPA, Robotic Process Automation. C'est quoi? C'est en fait des systèmes qui sont capables de scanner, de trier, de classer dans une organisation des données, les mettre en relation et faire des systèmes donc d'alerte, d'aide à la décision, etc. Donc on a des robots physiques et des robots donc processus. Et donc dans cette automatisation, vous avez aussi ce qu'on appelle les cobots. Vous savez, ce sont ces gros robots qui n'ont pas de forme humaine, mais ce sont que des bras qui peuvent aider, par exemple, à porter des grosses charges, qui sont dans les entrepôts Amazon, qui mettent en rayon, etc. Et ça, c'est de l'IA. C'est la troisième grande catégorie. Et la quatrième catégorie, c'est la génération de connaissances. C'est ce qu'on appelle le prédictif. Le prédictif, c'est quoi? C'est qu'en fait, l'IA va apprendre à partir de big data, grâce à des algorithmes, elle va apprendre du passé pour vous faire des prévisions. Par exemple, dans le crédit, dans la facturation, on est capable de vous dire quel est le profil de votre client et quel serait le bon niveau de prix par rapport au marché et par rapport à votre client. On est capable, dans la prédiction, de vous dire avec une probabilité si vous allez avoir un cancer du sein ou pas, en fonction de toutes les radios qui ont été scannées, de votre profil, et donc ça devient de la médecine personnalisée. Donc, premièrement, on est d'accord, l'IA, c'est au carrefour des maths, au carrefour des sciences cognitives et de l'informatique. Il y a plein de techniques différentes qu'on appelle du deep learning, du machine learning avec des grosses data ou qu'on appelle donc plus simplement en fait de l'IA symbolique. C'est ce qu'on appelle du small data et des systèmes experts. Voilà, toutes ces techniques, elles font en gros 4 choses, la vision, la parole, la robotisation, l'automatisation et la génération de connaissances. Et ce qui devient de plus en plus intéressant, c'est quand on les met ensemble. Et quand on met ensemble la vision, ça devient une voiture autonome. Et ça peut devenir des nouveaux usages, des nouveaux objets, etc. Donc, attention, on n'est absolument pas à l'ère de l'IA qui va remplacer totalement l'homme, mais on est à l'ère de contextes bien spécifiques dans lesquels l'IA sait faire des choses bien précises, mais aucune IA ne sait tout faire. C'est ce qui, pour l'instant, nous protège, mais c'est ce qui, en même temps, peut être un danger. C'est pour ça qu'on parle d'IA faible et d'IA forte. Voilà pour la définition. Ce qui est, à mon avis, essentiel quand on est un DRH, quand on est un manager, quand on est un directeur de la transfo, c'est 3 choses. 1, l'IA ne doit absolument pas rester aux mains que des data scientists, des ingénieurs, des DSI. Pourquoi? Parce qu'elle va transformer tous les métiers. Et il faut comprendre ce que c'est pour pouvoir être acteur de la transfo de son métier. 2, c'est très important qu'au niveau de la stratégie, en fait, les dirigeants comprennent les usages, comprennent en même temps pourquoi ça change les modèles économiques et comprennent comment ça va transformer les pratiques de travail. Et donc, je suis de plus en plus dans des comités dans le CAC 40 sur des réflexions sur comment l'IA transforme les métiers. Ça, c'est très important d'établir une data gouvernance. Ça, c'est le 2. Et le troisièmement, c'est très important en tant que manager de pouvoir acculturer, bien sûr soi-même, mais ses équipes, pour pouvoir aller avec la transfo des métiers, parce qu'autrement, eh bien, on va être face à un management de la notification, on va vous dire quoi faire, il va y avoir des résistances et il y aura des personnes qui seront non employables parce qu'elles n'auront pas su faire le saut. Donc, on est vraiment aujourd'hui dans un point d'inflexion. Et on va revenir un petit peu justement tout à l'heure sur comment on intègre tout ça dans l'entreprise et par quels moyens et comment on accueille ce changement-là. Mais j'avais envie aussi de revenir sur l'IA parce que ce que tu disais, donc c'est sympa quand tu présentes les 4 sujets et on voit tout de suite les applications.
Et en même temps, derrière l'IA, il y a aussi cette peur, tu l'as évoqué, et puis à un moment donné, voilà, tout ça va se mettre ensemble, on voit la voiture autonome. Je regardais récemment, il y avait même une présentatrice de nouvelles télé en Corée du Sud qui est l'image virtuelle de la vraie présentatrice et qui va bosser 24/24. Donc, il y a des gens aussi comme Elon Musk, par exemple, qui nous parlent de l'IA en disant ça va supplanter l'homme, quoi. Ouais. Comment on travaille avec ces peurs-là? Comment tu vois ça, toi, de ton point de vue? Oui. Alors, ce qu'il faut, on a fait avec notre cher le Learning Lab Human Change un tour du monde de l'IA. On est allé en Chine, aux États-Unis, bien sûr au Canada, en Asie, Singapour, et on a dans l'ouvrage, ce sera l'IA et moi, et dans la chaîne YouTube, il y a tous ces centaines d'interviews du monde entier, surtout le Japon, c'est passionnant, qui expliquent en fait les différences d'approche. À mon avis, il y a 3 points. Le premier, c'est qu'en fait, il y a vraiment une différence culturelle des approches d'IA, suivant, bien entendu, l'endroit où on se trouve. Et c'est-à-dire que, par exemple, en Chine, les gens n'ont pas peur d'utiliser l'IA, ils l'utilisent tous les jours parce qu'ils en voient les bénéfices quotidiens. Ça leur permet d'augmenter leur niveau de vie. Donc, ils n'ont pas peur d'utiliser leur smartphone. De toute façon, ils n'ont pas tellement le choix, mais bon, voilà. Mais ceci dit, ils ont un retour bénéfice. Aux États-Unis, on est vraiment sur une IA en innovation qui va vous apporter des nouveaux services. Elle va vous permettre d'avoir plus de sécurité, d'avoir plus de possibilités, d'avoir des gadgets, d'avoir une maison totalement connectée, etc. En Europe, on est, et surtout en France, dans la logique de la norme. C'est pour ça qu'on a les RGPD, etc. On essaye de baliser. Et c'est très intéressant parce que ça nous protège quelque part. Et il faut qu'à un endroit dans le monde, il y ait cette réflexion. Donc l'IA peut être très dangereuse, bien entendu. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que hier, le feu nous permettait de nous brûler et nous permettait de nous chauffer. L'IA, c'est pareil, mais multiplié par des centaines de milliers de fois. C'est-à-dire qu'elle va nous permettre de nous guérir, mais elle va aussi pouvoir nous détruire, comme d'ailleurs le nucléaire l'a fait pour la bombe, et nous permet de nous chauffer. C'est un peu pareil. Donc, ce qu'il faut, c'est que quand on est dans une entreprise, on ait un cadre de confiance qui soit articulé autour, des choix que l'on fait, jusqu'où on va dans l'automatisation, jusqu'où on va dans la transfo des métiers, jusqu'où on va dans le remplacement des tâches par les IA. Donc, créer un cadre de confiance. Donc, je travaille actuellement avec des entreprises sur lesquelles ça peut être des normes, sur lesquelles ça peut être des labels, sur lesquelles ça peut être au contraire des best practices à partir de projets. Donc, voilà. Donc, le cadre de confiance. Deuxièmement, il faut savoir que l'IA a des biais. Comme les hommes ont des biais cognitifs, l'IA a des biais. C'est des biais qui viennent des datas du passé, qui peuvent être en fait des datas non diversifiées. On a vu l'arrivée de chatbots qui ont été racistes parce que les données sur lesquelles on travaillait, c'était des données c'est impressionnant, en fait. Qui ont été diversifiées. Donc voilà. Donc tout ça fait que deuxièmement, il faut bien voir les biais. Donc la data gouvernance, le cadre de confiance, les biais. Et troisièmement, c'est comme tout, c'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'à chacun de nous soit vigilant et refuse se mettre en fait une limite personnelle, une limite collective et une limite, j'allais dire, étatique, internationale. Donc on a l'OMS, on aura à un moment donné un organisme sur l'IA, c'est sûr. Si on ne veut pas que demain, notre monnaie, qui est la base de la confiance au niveau d'un État, devienne la Libra, et la Libra, c'est la monnaie de Facebook, et donc ça exploserait la monnaie, donc il n'y aurait plus de rétribution, et on ne pourrait plus donc après payer des écoles, des autoroutes, des hôpitaux. Donc une limite au niveau des individus, une limite au niveau du collectif, l'organisation, et une limite au niveau des États, et bien entendu des coopérations internationales et européennes. Et donc tu vois vraiment effectivement un cadre se créer autour de tout ça pour bien accueillir finalement l'IA et dépasser ces peurs qu'on peut avoir qui me semblent justifiées finalement aujourd'hui avec les usages. Okay. Tout à fait. Il y a plein d'expérimentations, là on n'a pas le temps de développer, mais je pourrais vous parler, pour vous donner un exemple. On vient de créer un livre blanc pour Malakoff Humanis qui explique l'impact et les risques de l'IA dans le secteur de la métallurgie, et on le fait pour les organismes syndicaux.
pour les partenaires sociaux, pour qu'ils puissent commencer à engager un dialogue social sur l'IA. C'est très important que le dialogue sur l'IA soit à la fois au niveau de la direction, au niveau des collaborateurs, des managers, ça c'est mon sujet, mais aussi au niveau des partenaires sociaux. Donc on écrit, il sortira en janvier, un livre blanc pour les partenaires sociaux, tout à fait, sur risques et opportunités. On a créé des cartographies, etc. Ça, c'est un angle de vue assez intéressant, innovant, de voir l'IA par le côté des partenaires sociaux et finalement dans les trois pôles de l'entreprise, finalement, dans l'approche. Et du coup, qu'est-ce qui est important finalement qu'est-ce qui va changer pour les managers si on regarde, parce que ça me fait penser les managers en entreprise, qu'est-ce qui va changer pour eux avec l'IA, parce que c'est quand même ton sujet favori, le management. Qu'est-ce qui va se transformer pour eux? Comment tu vois les choses? Alors, en fait, moi, j'ai deux convictions, hein, après tout ce travail de recherche, hein, qui se fait de façon continue. La première conviction, c'est que de toute façon, oui, l'IA va détruire des métiers. Bon, on le sait, hein, c'est évident. Alors, ça ne sera pas à 50% des métiers, ça sera entre 10 et 15%. L'IA va détruire des métiers, mais en fait, ce n'est pas tellement là-dessus que ça me fait peur, parce qu'il y a plein de nouveaux métiers qui vont se créer. Par exemple, des métiers sur la certification des algorithmes, des métiers sur les biais, des métiers sur l'éthique IA, les métiers sur comment on éduque un robot. Donc, ces métiers, en fait, ils seront remplacés. C'est j'allais dire, la vie normale dans la création des métiers. Par contre, là où c'est plus insidieux, c'est qu'en fait, toutes les tâches vont être impactées par l'IA, quel que soit le métier. Donc, pour le manager, il va être remplacé sur certaines tâches. Donc, on a dans le bouquin et dans tous les articles de recherche énuméré toutes ces tâches. On sait que tout ce qui est lié à la gestion des rendez-vous, au mail, à tout ce qui est lié au classement, au tri, etc., le manager, en fait, ne les fera plus. C'est inutile. L'IA sera plus performante, plus rapide, et elle sera avec la capacité de traiter plus de données. Donc, il n'a aucune concurrence, il faut qu'il lâche prise. Donc, ça c'est facile de lâcher prise là-dessus, par contre, on est d'accord. Oui, Est-ce qu'il n'y a pas des choses plus faciles. Enfin, encore, ouais. Il faut le faire avec intelligence, surtout par exemple sur la gestion de l'agenda. J'en reviendrai tout à l'heure là-dessus, parce que qu'une IA remplisse votre agenda, il faut le faire avec intelligence. Après, il va y avoir donc un deuxième pôle, c'est les tâches où l'IA va faire avec le manager. C'est ce que j'appelle l'IA assist. Et donc, par exemple, elle va être extrêmement intéressante pour travailler avec le manager sur la gestion de projet. Parce que, par exemple, elle va vous permettre de savoir, quand vous êtes plusieurs, il vous reste une demi-heure dans la journée, quelle tâche faire en fonction de ce qu'ont fait les autres et de la difficulté de la tâche. Donc, assister. Et puis, là où il faudra se concentrer, c'est faire tout ce que vous ne pourriez pas faire sans elle. C'est ce que j'appelle l'IA augmente le manager. Et là, c'est magnifique dans l'aide à la création, dans l'aide bien sûr à la traduction simultanée, etc. Et surtout dans l'aide à la décision. Donc, l'IA va remplacer, assister, augmenter, et il faut se concentrer sur les deux dernières fonctions, sur les deux derniers groupes de tâches. Ça, c'est la base. Donc, quand on a compris ça, eh bien, il y a plein d'usages, il y a plein de startups, il y a plein de cas sur lesquels donc on peut travailler. Et le manager, il doit comprendre cette typologie pour ensuite aider ses collaborateurs à transformer leur propre métier au regard de cette typologie. Et donc c'est sympa parce que dans ce que tu disais par rapport au manager, donc assister, augmenter, le manager qui a peur d'être remplacé par une IA, il ne sera pas remplacé parce que le manager, il a deux fonctions qu'il devra toujours faire et que l'IA ne pourra jamais faire. C'est premièrement, et c'est tout l'intérêt du futur mot, que vous comprenez bien, décider en contexte incertain. Ça, l'IA ne sait pas, puisque l'incertitude, c'est quelque chose de nouveau qui arrive. Or, l'IA ne conçoit que par rapport au passé. Or, nous, humains, on sait s'adapter au futur et on sait réagir face à l'aléa et l'incertitude. Ça, l'IA ne sait pas faire. Et deuxièmement, le manager fera quelque chose qui est indispensable dans ses tâches basiques que l'IA ne fera jamais, c'est régler les conflits. Conflits entre les hommes et les IA, conflits entre les hommes, voilà. Et faire de la politique. Et vous savez bien que quand on prend une décision, même si rationnellement la bonne décision c'est A, dans 80% des cas, on prend la décision C parce que c'est un jeu politique.
Ouais. Donc voilà, donc le manager ne peut pas être remplacé par l'IA. Mais par contre, certaines de ces tâches pourront être remplacées. Donc il faut qu'il comprenne cette mécanique, qu'il ait des exemples, qu'il ait des usages, qu'il ait les bons outils et qu'il voit où est sa valeur ajoutée pour rester employable demain. C'est pour ça que dans l'ouvrage, j'explique qu'en fait, il faut être IA compatible en expliquant ce que ça veut dire. Mais ça ne suffit pas parce que le plus important, c'est en fait de garder le pouvoir sur tout ce que l'IA nous vole et de développer ce que j'appelle des compétences de centrage, c'est-à-dire l'attention, la mémoire et la gestion de son temps. L'attention, la mémoire, la mémorisation et la gestion de son temps. Et ça, ce sont des compétences que tu estimes qu'on doit développer? Oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'IA et le numérique nous volent notre mémoire. Vous comprenez bien qu'en fait, vous allez donner vos connaissances à la machine pour qu'elle fasse mieux, plus vite, en plus grande quantité. Ouais. Donc cette mémoire, c'est pas parce que vous allez la donner, et surtout il faut la donner à la machine, mais il faut quand même que vous continuiez à cultiver votre mémoire, autrement vous ne pourrez plus réfléchir. De même l'attention, vous savez bien que le numérique et l'IA est là pour vous voler votre minute d'attention. Vous êtes sur un jeu, vous êtes sur Facebook, tout est fait pour que vous restiez dans l'application pour qu'on puisse vous vendre des choses. Et cette attention, elle est encore plus aujourd'hui sollicitée puisqu'en fait, on vous demande avec le numérique et bien sûr l'IA à être multitâche. Or, c'est l'inverse qu'il faut. Donc, cette attention, il faut reprendre le contrôle de votre attention si vous voulez réfléchir. Et de même, le temps, il faut absolument que vous restiez maître de votre temps. Donc, je développe tout ça sur l'attention, la mémoire, le temps avec les derniers travaux en neurosciences. Et ça me paraît essentiel. Donc, autant il faut être IA compatible, autant il faut développer son attention, sa mémoire et la gestion de son temps pour rester humain avec nos limites, mais en même temps rester employable demain. C'est-à-dire rester créatif et rester conscient de notre valeur ajoutée. Et il n'y a que dans cet équilibre qu'on pourra avancer. Parce que si vous êtes trop dans l'IA, vous serez déconnecté de votre humanité, vous craquerez. On voit bien avec toutes les nouvelles maladies. Bon, je vous passe, on pourrait discuter des heures sur les maladies liées à l'IA et le psychisme. C'est un autre sujet. Donc voilà. Et en même temps, si vous ne développez pas vos compétences de centrage, mais personnellement, demain, vous n'aurez plus la capacité nécessaire de réfléchir, de créer, de synthétiser et d'analyser. On le voit dans l'éducation. Je fais une petite parenthèse parce que j'adore ça. Vous pensez bien l'éducation. Je fais d'ailleurs une conférence pour une école qui s'appelle Janine Manuel à Paris, l'école active bilingue, pour les parents d'élèves pour expliquer comment l'IA justement va transformer nos enfants et qu'est-ce qu'il faut quand on parent faire et pas faire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les recherches en sciences de l'éducation montrent qu'en fait, les enfants ne raisonnent plus de la même façon. Les enfants n'ont plus la même faculté à prendre du recul et en fait, ils n'ont plus du tout la même faculté à penser. Donc, c'est quand même très, très grave ce qui est en train de se passer. Donc, soit on laisse le mouvement continuer et on aura en fait des personnes qui vont prendre des décisions en réaction, comme ils vont zapper, comme ils vont être sans cesse, si vous voulez, dans la décision hypertexte, ou alors on leur réapprend, il faut les reformater à la réflexion, la pensée, la mémorisation, et dans ce cas, il faut faire des exercices. Voilà, des exercices liés en fait à réapprendre, à formuler, à problématiser, à faire de l'heuristique, etc. Donc il y a un vrai sujet autour de l'éducation et de l'IA, mais voilà, on pourrait en parler des heures. C'est effectivement un vrai sujet et on a touché, en tout cas là, aux compétences qui sont importantes pour nous et pour les futures générations dans l'IA. J'aime beaucoup ce que tu as écrit sur le manager et pourquoi il ne va pas être remplacé, parce que finalement, il est dans la relation, il est dans ça, et dans le conflit et manager l'incertitude. Il y avait une question également dans le chat qui va vers ça, c'est finalement, est-ce que ce n'est pas renforcer ces soft skills qui va effectivement être important pour les managers? Alors, je suis 100% contre, mais 100% contre les soft skills. C'est un buzzword, ça ne veut rien dire. En fait, c'est un mouvement qui est parti de l'OCDE où on a commencé à dire que c'est important d'avoir de la culture numérique, de la communication, de la créativité. Mais tout ça, c'est bien pour des ingénieurs qui n'ont pas de soft skills et qu'on va amener à travailler avec des experts métiers. Mais si vous êtes manager, vous les avez, les soft skills. Le problème, c'est que ça nous embrume la tête, cette terminologie. Et surtout, en fait, le peu de temps que l'on a en formation, au lieu de dire il faut développer la communication,
communication et les soft skills. Non, faites-le sur des choses fondamentales qui est d'apprendre à réfléchir. Donc c'est la mémoire, comment on développe l'attention, comment on développe en fait l'optimisation de son temps, comment on sait faire des priorités. Il faut être beaucoup plus concret parce que le problème c'est qu'on a peu de temps pour se former, que tout va très vite et qu'il faut se former à l'essentiel et arrêter avec ces soft skills. Moi je supporte plus cette terminologie, ce buzzword qui en fait n'est absolument pas concret. Donc, je crois qu'il faut revenir aujourd'hui aux basiques du centrage. Qu'est-ce qui fait qu'en fait, je suis en accord avec moi-même et je peux continuer à réfléchir. Voilà. Et arrêter deux choses que je vois dans plein d'entreprises, à dire aux gens, formez-vous, c'est de votre responsabilité, formez-vous tout le temps, mais on ne leur donne pas du temps dans leur temps de travail à se former. Donc, on leur donne le self-service, mais on ne leur donne pas le temps de se former. Donc arrêtons, c'est totalement hypocrite. Il faut donner des plages horaires aux gens pour qu'ils se forment et leur dire, ne travaillez pas, vous prenez 1 heure par semaine et vous formez à ça. Et ça, c'est quoi? Faites des exercices de mémorisation. Ça, c'est quoi? Apprenez à prioriser vos tâches. Ça, c'est quoi? C'est apprenez à développer votre attention. Regardez autour de vous. Ça, c'est quoi? Développer votre culture data. Donc, c'est tout. Arrêtons de mentir. Enfin, voilà. Ça. Et deuxièmement, ce qui m'horripile, mais là, tu me lances sur des sujets émotionnels, c'est quand on leur dit de toute façon, il faut aller vite, il faut être connecté, il faut faire du télétravail. On leur met 2 AirPods et ils ont une réunion à droite, une réunion à gauche. Mais on va faire des managers fous. Donc arrêtons. Enfin, je veux dire, à un moment donné, stop. Faisons moins, faisons mieux, utilisons les recherches qui montrent vers quoi il faut aller et arrêter d'être pollué par des buzzwords et des tendances qui en fait ne font que mettre de la panique et rendre inefficaces les séances d'apprentissage qu'on voit dans les entreprises. Et ben voilà, Cécile, comme ça on est clair, on a les points essentiels sur lesquels travailler et la mémoire, l'attention, le centrage, ça va être des compétences clés à développer pour le et l'incertitude. Comment tout ça va nous permettre, comment on manage dans l'incertitude. Ah ouais, ça c'est essentiel. C'est vraiment pour moi le sujet de demain. L'incertitude, aujourd'hui, on a vu qu'elle existait dans les entreprises et elle viendra demain du climat, de la géopolitique, elle viendra bien sûr des épidémies, elle viendra aussi des mouvements sociaux. Donc il faut se préparer à ça et on travaille sur justement qu'est-ce que ça veut dire des compétences liées à l'incertitude avec les nouvelles technologies et l'IA, bien sûr. Et c'est ce que tu vas nous faire découvrir en avril dans le nouveau MOOC. J'espère. Et d'ici là, du coup, aussi, tout ce qu'on a abordé ici et plus encore, tu l'as détaillé dans ce super bouquin qui est sorti, rappelle-moi, c'était en avril, du coup? Ce sera l'IA et moi. Et dans le MOOC, l'IA pour tous, bien sûr, qui est disponible, ouvert, qui marche très très bien. Et dans le MOOC du manager au leader, où là on parle des compétences numériques, d'agilité, design thinking et les compétences d'intelligence collective. Et dans le MOOC IA, on explique en fait comment l'IA transforme les modèles économiques, transforme les compétences des managers avec plein d'exemples. C'est un tour du monde de l'IA, c'est très concret. Et voilà, et le prochain sera sur comment manager avec les nouvelles technologies dans une logique écologique en prenant en compte l'incertitude. Et sur ton livre, ce sera l'IA et moi. Et encore une fois, j'adore le titre, je l'avais dit, et effectivement, parce qu'on a toujours cette crainte, et d'ailleurs, comment ne pas avoir peur de l'IA, et puis finalement, c'est comment mieux accueillir l'IA, et c'est vrai qu'on va vivre avec l'IA, c'est un peu ça le message. Qu'est-ce que tu as envie de nous partager peut-être aussi sur ce qu'on peut trouver dans ce livre qui est maintenant disponible et qu'on n'a certainement pas abordé. On n'a pas tout abordé aujourd'hui ce matin, mais qu'est-ce que tu as envie de nous partager aussi, peut-être qu'on n'a pas dit? Alors, je crois qu'en fait, le livre, au-delà des 100 interviews qu'il a, dans lesquelles on peut les avoir en QR code, au-delà du fait qu'il est extrêmement pédagogique avec plein de schémas, je crois qu'en fait, il a un objectif très concret qui est en fait de pouvoir utiliser tout ce qu'il y a dans le livre dans les entreprises. Et je remercie le cabinet Birds qui a créé des workshops dans le bouquin qui mettent en avant justement comment on peut créer un modèle économique avec l'IA, comment on devient IA compatible, comment l'IA peut justement augmenter le manager. Et donc tous ces ateliers, c'est vraiment
pour des DRH, pour les dirigeants, pour les accompagner, hein. Donc ça, c'est super important. Le deuxième point, c'est que ça permet de comprendre comment un expert métier peut participer à un projet IA et puis quelles sont les nouvelles compétences à développer pour pouvoir justement transformer son métier et travailler avec l'IA, avoir cette culture de la data et de l'IA. Donc c'est une vulgarisation pour sensibiliser les collaborateurs à prendre conscience qu'on ne peut plus, eh bien, travailler sans savoir ce que l'IA peut faire, ne doit pas faire et nous augmenter. En fait, c'est vraiment ça.